C'est est-ce que au wagon, il y aura est-ce que au wagon, je crois que c'est son chien. C'est pas le caniche truffier. Je crois que c'est un bichon. Bonjour à tous, c'est par ce temps incroyable que nous nous rendons au wagon. Le wagon, probablement la seule boîte qui arrive à rendre sexy des bootcamps de code, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'aime bien ce que disait à ce propos l'un des fondateurs du wagon quand il parlait de leur apprentissage, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire technique pour des esprits créatifs. Et dans ce sens, leur slogan, c'est pas devenez développeur web. Leur slogan, c'est changer de vie, apprenez le code. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on va être reçu par Romain Paillard, qui a donc cofondé le wagon avec son frère Boris. Donc c'est une aventure familiale, très cool. C'est lui qui a créé l'école classée meilleure formation dans le monde, avec ça, qui a formé 10 000 étudiants, qui est présent dans 25 pays, lancé seulement en 2014. On va voir ce qu'il y a sous le capot. Moi, je vais rejoindre Romain et les autres en haut. Allez, c'est parti. Donc le wagon, on est une vieille start-up, on a bientôt 7 ans là. C'est vieux ça? C'est très, dans le monde des startups, c'est vieux. Internet a 30 ans. On fait quoi? On fait des bootcamps de programmation et de data science, c'est-à-dire qu'en gros c'est des programmes de 9 semaines en présentiel. Et l'objectif c'est qu'en 9 semaines, tu as un super ROI, entre guillemets, un super retour sur investissement pédagogique. C'est-à-dire qu'au bout des 9 semaines, tu sois employable ou que tu puisses lancer ton projet, ta boîte. En fait, si tu veux, tu as un peu dans l'histoire, si tu veux, le cheminement. Internet, c'est de la donnée qui s'échange. C'est dur de hiérarchiser. En fait, là, on sort un peu d'une sorte de Far West de, je dirais, une quinzaine d'années, où en fait, l'objectif c'était d'exposer de la donnée et de capter de la donnée. Donc en gros, les gens faisaient des sites internet, vendaient en ligne, tu vois, faisaient des réseaux sociaux, donc en gros, tu exposes de la donnée, tu captes de la donnée. C'était un peu le Far West. Il y avait pas grand chose d'autre. Maintenant, on réalise que toute cette donnée qui a été exposée, captée, etc., elle est précieuse. Il faut en faire quelque chose. Alors, il y a des entreprises qui font ça depuis très longtemps. Mais en gros, on réalise de plus en plus que toute cette donnée, il faut en faire quelque chose parce que ça a de la valeur. Et donc, tu as de plus en plus de gens dont c'est le métier. Donc, ils vont être data analystes, data scientists. C'est des gens, en fait, qui apprennent à poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur donnes de la donnée. Ils vont poser les bonnes questions. Ils vont utiliser cette donnée de la bonne façon pour apporter les bonnes réponses, quoi. Toi, tu étais avocat pénaliste avant ? Tu peux nous parler peut-être de la transition entre ton ancienne profession et le wagon qui n'a rien à voir. Et il me semble que tu savais même pas coder en fait quand tu as démarré avec ton frère d'ailleurs, ouais. Boris. Je savais pas coder. Je te cache pas que je sais pas très bien coder toujours. T'as désappris. J'ai très vite désappris. Ouais. T'as appris au wagon ? Ouais, j'ai appris au wagon. Le problème du code, c'est que si tu pratiques pas, tu perds hyper vite. Mais bon, ouais, j'étais pénaliste. J'ai exercé pendant quelques années. Et à côté, en fait, j'avais quand même un peu l'envie de lancer quelque chose. J'avais un peu la bougeotte quand même sur des projets à côté de mon activité d'avocat. Et on lançait des trucs avec mon frère. On a lancé quelques projets qui sont rétamés, qui ont presque quasiment jamais existé au final. Attends, tu te sous-estimes un peu parce que j'ai vu que tu avais fait un projet qui avait 100 000 utilisateurs. Ouais, alors ça, je me suis plugué à un projet que deux associés avaient lancé. Ouais, on avait 100 000 inscrits. Mupi, c'est un réseau social de musiciens. Mais non, on a vendu pour ceux qui connaissent, Audiofanzine, qui est un gros forum de matériel de musique, etc. En fait, tu as créé une boîte, tu l'as vendue et tu je l'ai vendu. Mais je l'ai vendu. C'est pas. Ouais, c'était pas le loto, quoi. Quand ils se sont lancés, ils disaient on gagnait rien les premières années, ils faisaient 3 millions de chiffres. Non, je pense pas qu'on puisse. C'est juste que c'était tellement. Ouais, mais je pense pas qu'on puisse comparer Mupiz et Facebook. Ça, c'est un autre problème français, ça, tu vois. Le 369, quand t'es une jeune boîte, que les mecs te demandent de t'engager sur minimum 3 ans, tu fais, mec, dans 3 ans, je sais même pas si ma boîte sera là, tu vois. Donc, t'es gentil, mais. J'ai bossé sur Vélib, j'ai bossé sur plein de marques qui sont écolos. Donc voilà, moi, ma vie est consacrée, en tout cas ma vie professionnelle est consacrée, et donc ça veut dire une grosse partie de mon temps, à accélérer la transition et donner le moyen aux entreprises, aux marques d'expliquer ce qu'elles font de bien et pour que les consommateurs, pour que les salariés, pour que les actionnaires, les ONG comprennent que cette entreprise est dans une dynamique positive et qu'elle veut participer à un monde de demain moins polluant, moins carboné. Voilà. La transformation des années à venir, elle est vraiment sur le mieux consommer, sur le mieux habiter, le mieux se déplacer. Donc voilà, ça résumait assez bien ce qu'on voulait faire.
Et c'était il y a 12 ans. Alors, les premières années, j'ai un peu ramé, parce que les sujets de développement durable, ils deviennent des priorités dans les boîtes, là, depuis 4-5 ans. Au départ, on travaillait avec des gens qui avaient conscience de leur impact, donc soit très vertueux, soit très crades. Voilà, mais là, aujourd'hui, on travaille aussi avec AXA, avec L'Oréal, enfin, avec des boîtes qui doivent le mettre dans leurs priorités, parce que AXA, typiquement, en tant qu'assureur, ils sont obligés d'être concernés par le dérèglement climatique. Voilà, demain, s'il n'y a plus d'abeilles, parce qu'il y a trop de pesticides, on perd 1,3 milliard de valeur ajoutée en France générée par les abeilles. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on balance de la pollinisation de façon artificielle? Il y a des Chinois qui ont inventé des drones abeilles pour faire de la pollinisation, donc on devient complètement débile là. Et par ailleurs, je suis trufficulteur dans le Périgord. Et ça, en général, ça suscite beaucoup plus de questions que ma vie professionnelle qui n'est pas intéressante. Voilà. Mais ça, je vous en reparlerai au mois de janvier l'an prochain. On aille déjeuner et que tu me racontes ça, parce que j'ai Ouais. pas pour ça. Ouais. Non, mais bref, Mais en janvier, c'est- fin décembre jusqu'au 10 février, on peut se croiser. Non, mais moi, parce que je voulais faire de la truc, bref. Non, mais parce que c'est un truc qui m'a toujours passionné, et j'aurais bien aimé me lancer sur le sujet. J'ai même envisagé l'adoption d'un caniche, rien que pour ça. Ouais, alors, On m'a dit que c'était les meilleurs. On m'a trompé. Tu fais Ouais, avec pareil. des cochons ou avec des chiens? non, les cochons, c'est dans les livres d'histoire. Ouais, tu fais avec des C'est chiens. vraiment qu'avec des chiens. Et c'est pas le caniche du coup, parce que moi, de mémoire, c'était le caniche. Non, c'est le Logato. Donc évidemment, j'aurais des questions sur le wagon. Parce que aujourd'hui, on code différemment. Il y a de l'inclusion aussi avec. Ouais. En fait, tu vas faire un code assez épuré, Les gens apprennent à coder vert en fait. Non. plus léger. Et Attends, mais non, mais en fait, soit tu t'écris comme un porc, Ouais. soit tu te dis je vais épurer mon code. D'accord. Et donc par définition, s'il y a moins de code, ça pèse moins sur les serveurs. En fait, ton code C'est est de l'optimisation. En fait, ton Ouais. code est plus ou moins lourd. Ouais. Et comme il y a beaucoup de code sur la planète, parce que beaucoup de gens codent, si tout le monde code comme un gros dégueulasse et que le code est lourd, et bah ça va être très lourd, ça va consommer de plus en plus d'énergie, etc. J'étais dans l'informatique à la base. Comment tu t'es lancé là-dedans? Bah, en fait, c'est ma mère. Fallait Non. qu'on les écoute. Putain, on aurait Ça, le mec qui était au Bahamas, tout était sous mes yeux, je l'ai pas vu. Putain. Ben, C'était là depuis le début. on pourra revenir sur cette question-là, mais à vivre comme un tocard. c'est un truc tout bête. C'est juste ma mère qui a jamais acheté et qui paye son loyer depuis 35 ans, qui me dit qu'elle l'a payé 10 fois à l'appart depuis. Donc dès que tu avais un CDI, il fallait acheter. Et donc j'ai acheté un appart et que j'ai eu un CDI tout simplement. T'as revendu, t'as plus Non, le leveragé, etc. Ou enfin, comment t'as fait Celui-là, le premier en question, je l'ai gardé, mais effectivement, j'ai dû acheter, revendre. J'ai dû attendre d'avoir justement que mon loan to value, enfin mon reste à rembourser baisse pour avoir des petites plus-values. Je me suis associé avec ma petite sœur, je me suis associé avec des gens qui avaient 8 ans. qui avaient non, bah, Ça carte bleue. T'as donc commencé voilà. à quel âge le premier investissement? La première mise en location, c'était en novembre 2015. Donc tu vois, c'est pas si longtemps finalement. c'est ce que tu m'avais Mais le premier comment? J'allais avoir 30 ans. J'allais avoir 30 ans. Donc j'avais 28 ans à l'époque exactement. T'es allé vite, hein. Ouais. Ouais. Bah en fait, c'est surtout les 2 dernières années où c'est Et en exponentiel. fait, à chaque fois, t'emmènes les banques avec toi. J'ai une banque qui m'a tout racheté désormais. T'as suivi sur toutes les acquisitions. Non, au début j'en avais 4. Donc vous allez voir une banque, vous commencez à lever des fonds. Finalement, au début, c'est le taux d'endettement, c'est le reste à rembourser, c'est l'encours. Il y a toujours une équation entre le stock, donc votre épargne et le flux, vos salaires. Et il faut trouver l'équilibre. À chaque fois, vous avez un stop. Et donc là, il faut trouver une personne soit qui a finalement ce qui vous manque, donc soit du stock, beaucoup d'épargne, soit du flux, des revenus salariés importants. Vous faites une SCI. Donc ça a commencé comme ça. Ok. Ma sœur, par exemple, avait beaucoup de stock et moi, j'avais du flux. Et après, à chaque fois que vous levez 1 million, en fait, vous avez un nouveau problème. Et après, faut trouver la solution, tout simplement. On a levé il y a un an, un peu plus d'un an. Donc on a passé beaucoup d'années sans lever de fonds, quoi. Et donc on a développé via un modèle un peu mixte de franchise et de filiales. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvrait des franchises. Les royalties des franchises nous permettaient de financer les filiales. Parce qu'une filiale, ça coûte cher. Ouvrir un campus à Londres, ça coûte cher. Donc en fait, on a fait un peu cette espèce de double plan, quoi, de double business plan. Aujourd'hui, on revoit un peu la copie justement post-levée de fonds parce qu'on consolide tout. C'est-à-dire qu'on va voir les franchises, on leur dit je te réintègre dans le groupe, etc. Et donc en fait, quand tu fais de la franchise, ça a pas mal d'inconvénients, ça a pas mal d'avantages. Premier avantage, c'est que tu confies ton bébé à un tiers. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, tu n'as aucun lien sur la personne à qui tu confies, si c'est un contrat de franchise. Et en fait, tu lui confies un produit ou un service, et s'il en fait de la merde, il abîme ta marque. Tu
Tu vois, parce qu'au final, s'il fait n'importe quoi, c'est la marque Le Wagon qui est abîmée. Et donc au final, on a dû mettre en place des tonnes et des tonnes et des tonnes de process pour cadrer que l'expérience des élèves était bonne, qu'on récupérait bien les feedbacks des élèves, qu'on pouvait suivre ce que faisaient les élèves à distance. C'est-à-dire que là, on a des élèves à Tokyo, on a des élèves à Melbourne, on a des élèves à Montréal, on a des élèves à Rio, etc. Et ben, on est capable en temps réel de savoir exactement où ils en sont chacun dans leurs exercices, où on est la classe globalement aussi, versus une autre classe un peu type, etc. Donc on peut tout traquer. Et en fait, tous ces outils-là, c'est énormément d'itérations. On a fait presque... en gros, là, on arrive à 600 batchs à peu près sur le programme web dev. Et l'avantage en fait des bootcamps que n'ont pas les grosses écoles, c'est en année. Nous, c'est en semaine. Donc forcément, tu peux itérer. Si HEC veut changer son curriculum, il faut qu'ils attendent au moins 1 an. Mais en vrai, l'inertie d'HEC, c'est pas 1 an, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc en gros, nous, t'imagines, on en est à près de 600 itérations. C'est comme si HEC avait près de 1000 ans. Non, mais en fait, quand on visite des apparts, on voit des choses incroyables. Et souvent, on voit des chats qui peuvent être morts. Mais non, ça arrivait plein de fois. Alors, Donc, l'anecdote la plus terrible que tu as nous racontée sur une visite d'appart. Et Lodo, en fait, c'est un job board qu'on a monté qui est spécialisé sur la population jeune et donc qui met en relation des entreprises qui ont des besoins de renfort et des jeunes qui cherchent à bosser. On a une particularité, c'est qu'on travaille uniquement via les réseaux sociaux. Donc en fait, on diffuse les annonces sur Instagram. On les a rendus un peu sexy, versus Indeed, vous avez des pavés de texte atroces. Et donc les étudiants postulent sur Messenger. Donc on a un chatbot qui va aller faire passer des quiz de compétences. Typiquement sur une mission d'accueil, tu as besoin que ton travailleur parle anglais. On met en place un quiz de compétences pour voir qu'il parle bien anglais. Et s'il passe ce quiz avec succès, il enregistre une petite vidéo qui lui permet de se présenter. Là où sur un CV de personnes de 20 ans, tu as du mal à faire la différence entre Robert et Anaïs, qui ont juste la même école, quoi. Clément de Captain Végétal, donc je suis le cofondateur de la société. On a une simple vocation, c'est d'être le super-héros du végétal en milieu urbain. On a 2 pieds d'activité. Le premier va être de végétaliser les intérieurs où on va créer des espaces qui soient verts, apaisés, sympathiques. Et l'idée, c'est d'aller faire du joli, mais aussi de l'apaiser et reproduire l'identité de la marque par le végétal. Et la deuxième activité, elle est à l'extérieur où on a vocation à recouvrir le béton par du végétal. Mon associé et moi, on est 2 anciens financiers. Et notre rêve, quand on a créé la boîte, c'est vraiment mettre des jardins sur tous les toits et en se disant, mais en fait, c'est ça, Eureka. C'est la solution pour lutter contre le recul de la biodiversité, l'amélioration des conditions écologiques, le bien-être en ville, etc. etc. Et du coup, de fil en aiguille de cette idée, on a tissé Captain Végétal. On a lancé le projet, on pensait que ce serait la végétation de toiture qui serait 100% du business et que notre rêve nous ferait vivre. En fait, on s'est confronté aux appels d'offres, on a vu les longueurs entre le moment où tu commences à participer à ces appels d'offres et où tu les as, c'est en années que ça peut se jouer, surtout quand tu es du végétal et que tu es la dernière pièce dernière pièce du Lego. Moi-même, je me vois bien dans une approche hyper monolithique sur X années, tu vois, dans la même boîte, même si c'est ma boîte en fait. Tu vois, parce qu'en fait, j'y crois pas. Je crois pas que tu puisses passer tant de temps au même endroit, à faire le même truc, etc. Donc soit je réussis à me réinventer dans le wagon et c'est super, soit je me réinventerai ailleurs. Mais au final, c'est pas une institution ou une entreprise qui définit le temps que tu vas passer où t'es, tu vois ce que je veux dire ? C'est toi. Donc c'est le rôle que tu joues, c'est ce que tu fais, etc. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet parce qu'au final, quand t'es entrepreneur, t'apprends plein de trucs. Tous ces trucs que t'apprends, tu les fais, tu les refais. Quand tu les as refait plein de fois, t'en as marre. Et t'as envie de faire autre chose. La question, c'est est-ce que au wagon, il y aura est-ce que au wagon, je crois que c'est son chien. C'est pas le caniche truffier. Je crois que c'est un bichon. Je peux avoir des problèmes. On m'avait dit ne va jamais visiter. Et donc je suis pas allé visiter. Mais au bout d'un an, je suis quand même allé visiter. Donc j'ai toqué à la porte. Et la dame, je lui dis voilà, j'étais propriétaire. Elle m'a reçu. Puis je suis entré dans l'appart. Et en fait, ce qui était très marrant, c'est que Martine était dans l'éducation, mais elle travaillait aussi à la Ségos, je crois. Et j'ai pas voulu citer mon talent. On te montre avec que je parlais, mais je balance, je m'en fous. Et je fais pas mon business. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle avait gardé 40 ans de papier. Et donc en fait dans son et donc dans son 60 mètres carrés elle avait plein de papiers et ce qui est très très marrant c'est qu'en fait elle s'est empiergée dans les papiers, elle est tombée et là je me suis dit je vais aller en prison c'est sûr. Elle est tombée par terre, paf. Et donc genre morte. Bah j'ai cru un instant
J'ai créé un... assez relevé. Non, elle est pas morte. Elle est pas morte. J'ai même revendu l'appart alors qu'elle était encore vivante. Nous avons maintenant une société qui s'appelle IDDS, qui veut dire donc International Double Degree Studies. Et donc en fait c'est un service international externalisé pour les écoles d'enseignement supérieur qui justement ont envie de pouvoir développer la partie internationale dans leur formation. On monte un gros service international et on va aller chercher des écoles qui n'ont pas de service international, qui ont envie de faire de l'international. Et donc des écoles, principalement au début sur des écoles de commerce. Et donc voilà, petit à petit, donc j'ai monté complètement un réseau d'écoles en France. Il y avait ce côté où il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des sales expériences à l'international, parce qu'on se retrouve dans des familles d'accueil. Je pense que tout le monde connaît des histoires de quelqu'un qui s'est retrouvé dans une famille d'accueil où c'était la cata, où finalement l'étudiant il est arrivé, il avait pris un appartement, en fait il se rend compte que c'était une grosse arnaque, pas d'appart en arrivant. T'as des vraies destinations incroyables en termes d'éducation, quoi. En termes d'éducation, Singapour, c'est incroyable. Ouais. Tu peux pas trop t'énerver en Chine. Moi, je suis quelqu'un qui s'énerve, j'aime bien m'énerver. Voilà. Mais c'est très mal vu en fait. Et je me suis déjà fait reprendre plusieurs fois parce que j'étais un peu trop. Je m'énervais quoi. Bref, rien à voir. Comme le PDG Mais là-bas, ils t'ont fait faire un tour dans les honnêtement, je pense que j'ai eu un tour touristique beaucoup plus court. On pourrait échanger nos vies peut-être. En plus, tu as déjà 3 enfants, parce que moi, elle a 2 ans. Donc je serais pour qu'on échange nos vies. Quand on va dans une classe, on va demander aux étudiants qui a envie de partir étudier à l'étranger, qui aimerait partir à l'international. Il y a vraiment, je pense, 75% des mains qui se lèvent. Ouais. Ceux qui peuvent partir, c'est peut-être que... Si on doit débattre d'un sujet, s'il y a des sujets qui t'intéressent pour un J'aime podcast. aussi assez la politique. Ok, super. Voilà, mais je sais pas si ça peut. Enfin, Si, on a si, parlé si, de Mitterrand tout à carrément. l'heure, donc voilà. Mais tu sais qu'on a... Moi, je suis plutôt de gauche à la base. Ben ouais, mais j'ai vu que tu étais un peu critique quand même avec les syndicats. Et donc là, par exemple, j'avais visité un immeuble au Bourget. L'immeuble était tellement dégueulasse qu'au 3e étage, les rats montaient et mordaient les enfants la nuit. C'est bien Donc, ça. donc les enfants, quand on a visité, les enfants avaient des traces de morsures. Faut pas le mettre.